Waouh! Coucou les petits angoissés. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un voyage plus que périlleux. C'est parti. Le Bengale, à l'extrémité est de l'Inde, constitue aujourd'hui le Bangladesh. À l'époque, c'est une partie des Indes, colonie de la couronne britannique. Et les Indes, en cette année 1942, traversent une des périodes les plus noires de leur histoire. La guerre fait rage. Depuis 1 an, le Japon est entré dans le conflit. Mais il ne se bat pas seulement dans le Pacifique contre les Américains. Il a envahi tout le continent asiatique. En 1 an, ses progrès ont été fulgurants. Singapour est tombé, la Malaisie a été occupée, les colonnes nippones ont traversé la Birmanie et elles s'apprêtent à donner l'assaut à l'Inde orientale, au Bengale. Mais pour la colonie de Sa Majesté, ce n'est pas le seul danger. Depuis quelque temps, une autre menace a surgi, une menace intérieure celle-là. Une petite minorité d'Indiens, les Gondas, revendique non seulement l'indépendance, mais soutient les Japonais. Son but avoué est de favoriser leur victoire. Une fois celle-ci assurée, l'Inde indépendante se placera aux côtés des puissances de l'Axe. C'est évidemment un danger que les troupes britanniques ne peuvent mésestimer. Voilà ce que vient de résumer en quelques mots le colonel Matthews dans son bureau de Dhaka aux 2 jeunes officiers qui sont devant lui, le capitaine Alfred Rowley et le lieutenant David Stones. Je ne vous cache pas, messieurs, qu'il s'agit d'une mission délicate. J'oserais même dire périlleuse. Seul un silence bien élevé répond à cette déclaration préliminaire. Le colonel Matthews, qui n'en attendait pas moins de ses 2 subordonnés, continue. Si je vous ai choisi, messieurs, c'est que le danger ne vous fait pas peur. Votre mission consiste à aller à Chittagong, porter la lettre que voici. Le colonel sort de son bureau 2 enveloppes cachetées. Vous devrez remettre ce message au général commandant la place de Chittagong. Vos 2 lettres sont identiques. Il s'agit de la liste des personnes de Chittagong suspectées d'être favorables aux Japonais. Le colonel marque un temps d'arrêt et ajoute « Je vous ai confié ces 2 missions identiques au cas où cela s'avérerait nécessaire. » Les 2 jeunes officiers ont un hochement de tête silencieux. Ils ont parfaitement compris. Le capitaine Rowley demande « Quand partons-nous, colonel ?»« Tout à l'heure, par le train de nuit ordinaire. Je n'ai malheureusement pas d'escorte à vous fournir. J'ai besoin de tous mes hommes. » Un double à vos ordres lui répond et les 2 officiers britanniques prennent congé, emportant chacun leur exemplaire du message ultra secret. Le trajet de Dhaka à Chittagong n'est pas long, 300 km seulement. Mais en raison de la médiocrité des voies ferrées, il dure toute une nuit, avec de nombreux arrêts. C'est ce qui fait le danger de la mission. À 8 heures du soir, le capitaine Rowley et le lieutenant Stones se retrouvent dans la gare de Dhaka, grouillante de monde. Des centaines d'Indiens se pressent pour prendre le train de Chittagong. Raides dans leurs uniformes impeccables, ils fendent la foule où se trouvent peut-être ceux qui sont chargés de les abattre. Les 2 officiers prennent place dans leur compartiment, l'un en tête du convoi et l'autre en queue. À 20h30, le train de Chittagong s'ébranle. Comme on peut s'en douter, le trajet sera dramatique. Le lieutenant David Stone s'est installé aussi confortablement que possible à la place qui lui a été réservée, en première classe. Dans ce train, il n'y a pas de couloir. Les compartiments occupent toute la largeur du wagon et s'ouvrent par une portière qui donne directement sur la voie. Du point de vue de la sécurité, c'est un avantage appréciable. David Stones, qui est seul dans son compartiment, vérifie le bon fonctionnement de son ventilateur, s'octroie une rasade de whisky et s'allonge sur sa couchette. Le train roule régulièrement, il n'a plus qu'à essayer de trouver le sommeil en espérant que tout se passera bien jusqu'à Chittagong. Le lieutenant Stones a dû s'endormir rapidement car, quand il se réveille, il a l'impression d'avoir dormi longtemps. Il regarde sa montre. Effectivement, elle marque 1 heure du matin. C'est après seulement qu'il prend conscience de ce qui l'a réveillé. C'est le silence. Le train est arrêté. David Stone se redresse sur sa couchette. Le silence? Non, pas tout à fait. Au loin, il entend des voix, comme un bruit de foule. Il prête l'oreille. Ce sont des cris. Le lieutenant a suffisamment de notions de la langue du pays pour en comprendre la signification. Inde libre. Et suffisamment de jugement pour deviner qu'il s'agit du cri de ralliement des Gondas. Il passe la tête à la fenêtre de son compartiment. Le train est stationné en pleine campagne. Prudemment, son revolver à la main, le lieutenant sort sur la voie. Il fait pleine lune et suffisamment clair pour qu'il distingue ce qui est en train de se passer en tête du convoi.
Un groupe d'une centaine d'hommes s'acharne contre un compartiment. La portière s'ouvre brutalement. 2 coups de feu se font entendre. Enfin, une grande silhouette sort du wagon et s'abat lourdement sur la voie. Bien qu'il ne puisse distinguer ses traits, David Stones n'a aucun doute. Le capitaine Rowley est mort. Accroupi près du train, le lieutenant Stones se demande ce qu'il doit faire. Il a toujours été d'un sang-froid absolu devant le danger. Mais il ne s'est jamais retrouvé dans une situation semblable. Dans ses engagements, souvent périlleux face aux Japonais, il suivait les enseignements qu'il avait reçus lors de son instruction. Mais là, il s'agit d'émeutiers, de civils. Et puis, il est seul. Une main se pose sur son bras. Il se retourne d'un bloc, revolver pointé, décidé à vendre chèrement sa vie. Mais ce n'est pas un Gonda, c'est un blanc, un Anglais. L'homme, qui doit avoir une 50aine d'années, tremble des pieds à la tête. « Monsieur l'officier, pour l'amour du ciel, aidez-moi. Je suis planteur à Dacca, planteur de thé. » David Stones le regarde et ne répond pas. La voix de l'homme se fait plus angoissée encore. « Les Gondas ont attaqué la tête du train. Ils massacrent les Européens. On va tous y passer, aidez-moi !» Le lieutenant Stones regarde l'homme qui s'est ramassé par terre, se faisant le plus petit possible. Au loin, le groupe d'Indiens ouvre effectivement tous les compartiments les uns après les autres. D'un ton ferme, parce qu'il faut bien dire quelque chose, il lance « Montez dans mon compartiment !» L'homme s'y précipite. David Stones le suit et verrouille soigneusement la porte. Il s'assied sur sa couchette et allume une cigarette. Il est satisfait de constater qu'il ne tremble pas. Même si sa situation est désespérée, il doit garder son calme. Il tire des bouffées régulières. En face de lui, le planteur de thé se décompose littéralement sous ses yeux. Il est vert, sa figure dégouline de sueur et sa bouche est tordue par un rictus hideux. David Stones ne peut pas supporter ce spectacle, sinon il va céder lui aussi à la panique. « Un peu de sang-froid, que diable! Douteriez-vous de l'armée britannique ?» L'autre lui lance aussitôt un regard de reconnaissance éperdu. On sent qu'il s'accroche de toutes ses forces à cet espoir absurde. Ridicule. L'armée britannique se réduit en l'occurrence à un seul homme, armé d'un revolver. Il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour se rendre compte que le lieutenant ne peut pas faire face à une centaine d'hommes décidés à tuer. Il va être massacré. Ils vont être massacrés tous les deux, comme le capitaine l'a été avant eux. Mais le planteur continue à sourire servilement. Non, il ne doute pas de l'armée britannique. L'armée britannique va le sauver. C'est son rôle après tout. Le lieutenant a sûrement une idée. Des coups sont frappés à la porte du compartiment. Le planteur de thé pousse un gémissement et se recroqueville sur les coussins. Les coups sont plus forts à présent. Visiblement, ils ne sont pas frappés avec la même chose. Avant, c'était avec les poings. Maintenant, ce doit être avec un objet métallique. L'objet en question est une hache. Le lieutenant Stones aperçoit l'extrémité du tranchant qui vient de perforer la paroi de bois. L'arme se retire et s'abat de nouveau. Cette fois, le tranchant pénètre plus profondément. Le lieutenant aimerait bien en avoir une idée. Malheureusement, il n'en a aucune. La hache s'abat pour la 3e fois contre la cloison de bois. La prochaine sera la bonne. Le lieutenant David Stones décide de ne pas attendre. Tant qu'à mourir, autant mourir tout de suite et avec dignité. C'est peut-être absurde, mais c'est dans sa nature. Une question d'éducation, sans doute. Aussi, ignorant le râle du planteur enfoui dans les coussins de la banquette, se dirige-t-il vers la porte qu'il ouvre résolument d'un seul coup. Il se trouve nez à nez avec 3 hommes vêtus de costumes blancs traditionnels des Indiens. 2 d'entre eux portent des machettes. Le 3e est armé d'une hache. Surpris par son initiative, tous 3 reculent d'un pas. David Stones sent qu'il doit dire quelque chose. N'importe quoi, et tout de suite, sinon la hache va s'abattre. Alors, spontanément, il lui vient cette phrase que seul un Britannique pouvait prononcer dans de pareilles circonstances. « Excusez-moi, messieurs, mais vous ne devez pas entrer. Ceci est un compartiment de première classe. » Il n'est pas sûr que les assaillants aient compris exactement le sens de sa phrase. Mais le ton d'un calme parfait sur lequel elle a été prononcée a dû les impressionner. Ils restent figés, attendant visiblement un ordre. Un homme jeune, très maigre, monte sur le marchepied et les écarte d'un geste. Il a le visage anguleux, le regard brillant. Il s'adresse au lieutenant Stones d'un ton véhément, mais dans un anglais parfait. « De quel droit vous, un étranger, osez-vous donner des ordres dans notre propre pays ?» David Stones regarde l'homme avec lequel il se trouve face à face. Ils ont à peu près le même âge. Il doit reconnaître que la question qu'il vient de lui poser, si elle est surprenante, n'est pas dénuée de sens. Enfin, c'est une question, c'est le principal. Une question appelle une réponse. C'est peut-être le début d'un dialogue. Il doit parler. Parler à tout prix, c'est la seule chance qui lui reste. Il demande « Que voulez-vous ?»« Entrez dans votre compartiment. » L'officier britannique fait un geste. Seul le jeune homme monte. Les autres restent sur le marchepied, leur arme à la main, se balancent d'un pied sur l'autre,
De toute évidence, ils ne comprennent pas l'attitude de leur chef, mais c'est leur chef, et ils ne feront rien sans son ordre. David Stones, lui, a compris. Le jeune homme veut parler avec lui, le convaincre avant de le tuer peut-être, mais il veut se justifier. Pour lui, c'est une chance inespérée. Il doit faire durer le dialogue autant qu'il pourra, dans l'attente d'un secours qui viendra peut-être, car il y a de nombreux détachements de l'armée anglaise entre Dacca et Chittagong. Il questionne le jeune Indien. « Pourquoi avez-vous tué le capitaine ?»« Parce qu'il était anglais. Les Anglais défendent l'Inde contre le Japon. » « Nous ne craignons pas les Japonais, au contraire, nous espérons leur venue. Ce sont des Asiatiques comme nous. » Et comme dans un salon, la conversation s'engage entre les deux hommes, au milieu des porteurs d'armes blanches et du planteur recroquevillé sur sa banquette. « Vous avez tort de parler ainsi. J'ai vu ce qu'ont fait les Japonais à Singapour. Ils ont massacré une partie de la population et ils ont asservi le reste. Ils vous réduisent en esclavage. À supposer que ce soit vrai, que voulez-vous que cela nous fasse? Nous sommes des millions à mourir de faim. Qu'est-ce que les Japonais nous feraient de pire? Vous voulez que l'Inde soit indépendante pour qu'elle devienne l'allié du Japon? Et l'Allemagne nazie? Oui. Savez-vous qui est Hitler? C'est l'ennemi des Anglais. C'est l'ennemi de l'humanité. » Et David Stones entreprend d'exposer à l'Indien les théories racistes de Mein Kampf. Son interlocuteur réplique à son tour. Le dialogue devient enflammé. Peu à peu, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Malgré lui, David Stones se passionne pour cet échange d'idées. Comme si sa vie n'était pas l'enjeu de la discussion. Comme s'il ne courait pas à tout instant le risque d'avoir la tête tranchée d'un coup de hache ou de machette. Il ne s'était guère préoccupé jusque-là des Indiens, et encore moins de ce qu'ils pouvaient penser. Et maintenant, il découvre chez ce garçon de son âge visiblement intelligent et cultivé, toute une série de malentendus, de ressentiments et de haine. Autour de son jeune chef, la troupe des Gondas stationne en silence. Les voyageurs du train se terrent dans leur compartiment et, sous la lune, dans la campagne indienne déserte, cette conversation irréelle se poursuit. Chacun s'accrochant à ses arguments, tentant de convaincre l'autre de sa bonne foi. Soudain, il y a un coup de feu, puis des dizaines d'autres, des cris, des rafales. Dans les rangs des Gondas, un flottement se produit, un homme s'écroule. La suite se passe en quelques instants. Les rebelles indiens sont cernés par des soldats anglais. Toute résistance est inutile. Ils jettent leurs armes à terre. Le lieutenant Stones et l'Indien se regardent. C'est le coup de théâtre, le retournement de situation. Mais pour un peu, l'un et l'autre diraient « Qu'est-ce que ça change au problème ?» Un sergent s'approche très ému de l'officier anglais. « Vous n'êtes pas blessé, lieutenant? Ils ne vous ont pas fait de mal? C'est extraordinaire. Ils ont massacré un capitaine à l'avant du train. » David Stones ne répond pas. Tandis qu'on l'emmène, le jeune Indien lui lance un regard qui n'exprime rien, si ce n'est l'acceptation de son sort. Il sera sans nul doute fusillé. Le lieutenant ressent en cet instant un vif remords. Il a le sentiment d'une injustice. Mais que peut-il faire? C'est la guerre. Il voit son interlocuteur disparaître dans la nuit. Resté seul, il s'installe de nouveau dans son compartiment. Il sera à Chittagong à l'heure pour sa mission. Mais jamais il n'oubliera cette nuit dramatique, ni le visage fiévreux de cet Indien de son âge. Jamais il ne l'oubliera, cette conversation où deux jeunes gens ont oublié que leur vie était en jeu, tandis qu'ils échangeaient leurs idées. Jamais il n'oubliera le train de Chittagong. Voilà, c'est la fin de cette histoire. En faisant durer la discussion, le jeune officier anglais aura fait en sorte de garder la vie. À bientôt les petits angoissés.